Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 7e étape du Dauphiné. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, les tops, les bonnets d'âne. On parlera également des différents classements en cette fin de vidéo du côté du Dauphiné, d'une journée qui a été animée, mais sauf que c'était pas diffusé à la télévision, et ensuite ça a été assez linéaire sur ce qu'on a pu voir du côté de la télévision. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Plus vous cliquez rapidement sur une notification ou sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks. Je remercie les gens qui font cet effort et qui font l'effort également de cliquer rapidement sur les notifications. Alors, cette 7e étape du critérium du Dauphiné, qui était l'étape reine de cette édition, avec notamment le col de la Croix de Fer, cette arrivée à 1800 mètres d'altitude, 3 cols hors catégorie au programme, dont 2 dans la première moitié de la journée, sur une journée qui était encore assez courte, moins de 135 km. C'était intéressant de voir ce qui pouvait se passer, quels coureurs pouvaient performer, quels coureurs pouvaient être en difficulté aujourd'hui, surtout quand ça arrivait après une étape 6 qui avait été quand même assez animé, après des journées notamment à Mâcon, je pense notamment lors de l'étape numéro 3 de mardi, qui avait eu un rythme assez rapide, voir comment les coureurs allaient plutôt bien s'en sortir. Est-ce qu'on aurait des soucis de récupération au bout d'une semaine de compétition, et puis est-ce qu'on n'aurait pas des différences d'état de forme aujourd'hui? Bon, certes, Pogačar a encore été devant sur cette étape, mais moins dominateur que la veille, avec un Vingegaard qui a rattraper son retard, qui a rattrapé son retard, qui était dans une meilleure journée que la veille. Et puis on a vu encore une évolution un petit peu de la hiérarchie, avec des coureurs qui ont un peu plus souffert, des coureurs qui s'en sont un peu mieux sortis. Alors après, est-ce que ça a été une course hyper intéressante? Je ne dirais pas ça. Pour moi, ça mériterait un 12 ou un 13 du côté de cette étape, parce que la hiérarchie à l'arrivée est à peu près celle qui était attendue en début de journée. Certes, il y a quelques différences, mais en termes de plantage, il y a pour moi un seul très gros plantage sur cette journée. Pour le reste, c'est un peu moins... soit il y en a un, c'était déjà un plantage de la veille, et sinon c'est un petit peu moins inquiétant, on va dire, pour le troisième. L'échappée n'a jamais véritablement existé. Alors, on savait qu'avec une étape comme celle-là et le cyclisme qui est actuellement produit depuis 2-3 ans, on savait que ça allait être très compliqué pour qu'une échappée puisse se construire et puisse aller au bout. Et ça n'a pas raté. L'échappée n'a pas tenu extrêmement longtemps et a eu beaucoup de mal à se former, mais il y a quand même des choses intéressantes, même si c'est pas l'étape du siècle. Il y a des choses intéressantes à analyser pour le prochain Tour de France, de voir tel coureur avec quel niveau, quel état de forme sur ce prochain Dauphiné. Alors moi j'ai pris l'étape, j'ai regardé l'étape du Tour des Pyrénées féminin, donc ensuite j'ai été sur l'étape du Dauphiné. J'ai vu l'étape du Dauphiné en intégralité de ce qui a été diffusé à la télévision sur Eurosport. J'ai pris en décalé. Si vous voulez savoir, même l'étape du Tour des Pyrénées était très intéressante au niveau du col du Soulor, sous le brouillard, avec la victoire de la championne d'Espagne du côté de cette Espagne, de cette course. Ostolaza, une très belle performance de Ségolène Thomas. Pour ceux qui suivent Saint-Michel, Saint-Michel, Aubert,
Non, Saint-Michel, préférence home, over 93, je vais y arriver, avec une Ségolène Thomas qui a été très 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 intéressante et qu'il faudra suivre, et une UAE et une surtout FDJ Suez qui ont été très discrètes, mais on sent que du côté de la FDJ Suez, sur cette course-là, c'est un petit peu une équipe B. On voit qu'on a plutôt misé sur le Tour de Suisse que sur ces tours des Pyrénées, Tour international des Pyrénées, mais c'est intéressant parce que ça nous offre une course assez ouverte, comme on n'a pas toutes les grosses formations qui viennent. C'est une course qui est assez intéressante. Petite déception pour moi, c'est Valentina Cavallard qui perd 32 secondes aujourd'hui, et je m'attendais à un peu mieux d'elle voilà, sur cette étape. Et puis belle performance également de Gontova, avec des wing space qui ont été très intéressantes également sur la journée, hein. Perret Kitco également du côté de la Wingspace, ça a été intéressant. Et puis à noter également Emma Comte de l'équipe Chambéry, le team féminin Chambéry, mais qui n'est pas une équipe professionnelle, hein, qui est une équipe française, mais au niveau amateur. Et Emma Comte qui a fait vraiment une très très belle performance aujourd'hui dans le top 20 pour une fille qui n'est pas chez les pros. J'ai appris donc qu'elle serait du côté de la Cofidis en tant que stagiaire en 2025. C'est une fille à suivre, voilà, 20 ans, génération Ticia Rio notamment, mais qui a fait une belle performance, voilà, aujourd'hui. Donc une étape très intéressante du côté du col du Soulor. Si vous voulez la suivre, ça va vous prendre 1 heure en plus à regarder, parce que c'était vraiment la fin de la course qui était diffusée à la télévision, commentée notamment par Audrey Cordon-Rago. Je pense que même sur Eurosport, j'ai les mêmes commentaires que sur France Télé. Je pense que c'est une sorte de flux unique. Dans le brouillard, voilà une belle étape. Voilà, si vous voulez regarder du cyclisme féminin, il y a également le Tour de Suisse aussi que vous pouvez suivre en ce moment. Le Tour de Suisse qui est diffusé également sur la chaîne Équipe, mais seulement sur la plateforme en ligne. Vous pourrez retrouver en fait le Tour de Suisse féminin. La semaine prochaine, ça sera en avant-course de l'épreuve masculine. Voilà. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, bien entendu. Le vainqueur du jour, encore, certains diraient, Pogačar. Voilà, vainqueur de l'étape du jour. Pogačar qui a fait une belle journée. Je dirais pas la même chose de son équipe. C'est vrai que autant hier j'avais trouvé Narvaez très bon Tim Wellens, autant aujourd'hui heureusement qu'il y avait Sivakov, parce que le reste de l'équipe est passé un petit peu au travers autour de Pogačar. Alors après on peut se rassurer du côté de l'AU, c'est que normalement l'équipe qui sera sur le Tour de France ne sera pas la même, hein. On va un peu densifier l'équipe, mais par exemple je trouve qu'un Nils Politt très discret sur cette semaine de compétition, si on compare à l'an dernier où Nils Politt avait été impressionnant sur le Tour de France, et que là sur ce Dauphiné pour le moment ce n'est pas si exceptionnel que ça. Bon, Pogačar qui a bien su gérer la situation face à une Visma qui était remontée, face à une Visma qui était motivée aujourd'hui, je pense, pour tenter de faire mal à Tadej Pogačar. Je trouve qu'il s'est bien servi de Sivakov. Il a décidé de partir de loin, ce qui était un bon choix de la part de Pogačar. Quand vous n'avez plus qu'un seul équipier, c'est vrai qu'il n'aurait pas pu suivre. Si Jorgensen avait attaqué, peut-être qu'il aurait été contré par Sepkus, et au bout d'un moment tu cours un peu sur tous les lièvres, c'est un peu difficile. Donc comme je le dis souvent, parfois la meilleure défense c'est l'attaque. C'est ce qu'a décidé de faire Pogačar dans la montée finale. Après, oui, il prend à peu près 20-25 secondes sur Vingegaard, parce que sur la fin, il se relève quand même un petit peu, Pogačar, par rapport à la veille. Alors certes, il part de plus loin, donc l'écart au kilomètre est moins important, parce qu'il y avait plus de kilomètres à faire en solo. Je pense aussi qu'il a un peu plus souffert de la chaleur que la veille. Je pense à son interview d'après-course, où je ne sais pas si c'est de la fatigue, mais tu sens qu'il a moins fringant que la veille.
La veille, quand il fait son interview d'après-course, il fait la petite blague sur le Tour de Suisse. J'ai l'impression qu'il est plus disponible pour les médias. Il explique beaucoup plus sa course. Là, j'ai trouvé son interview d'après-course où tu sens qu'il cherche un peu ses mots. Quand même, Pogačar, où il est vraiment complètement en sueur. C'est-à-dire que tu sens que voilà, il a vraiment le moteur un peu chauffé. Du côté de Pogačar, le journaliste lui fait une petite blague sur le Tour de Suisse en disant que là il n'a pas été assez rapide et qu'il n'a pas pu il n'a pas pu arriver avant l'arrivée de la course, mais il relève même pas la petite blague. Tu le sens moins joueur que la veille, moins libéré que la veille. Alors c'est peut-être seulement qu'il était un peu moins bien luné et voilà, tout simplement c'est pas du tout lié à un état de fatigue. Mais je l'ai senti, moi, encore une fois, un peu moins frais. Par rapport à Vingegaard, que j'ai trouvé, certes, qui s'employait dans la montée, mais je trouve que Vingegaard a récupéré assez vite. Alors c'est toujours compliqué, parce que c'est difficile de savoir quand l'interview a été faite, au bout de combien de minutes. Moi, j'ai l'impression qu'entre l'interview de Pogačar et l'interview de Vingegaard, il n'y a pas un écart de 10 minutes entre les deux interviews, par rapport à leur horaire d'arrivée. Mais peut-être que je me trompe et qu'il y avait un écart important. Mais j'ai trouvé Vingegaard presque fringant à l'arrivée, pas hyper marqué, alors qu'à un moment dans la montée, il y a quand même un faciès, on sent qu'il s'emploie. Vingegaard, Pogačar semblait pas autant s'employer dans la montée, et pourtant à l'arrivée, je trouve que son interview d'après-course, tu vois, il cherche ses mots un petit peu comme au championnat du monde, où tu sens que il doit faire un vrai effort pour aller chercher les mots en anglais et qu'il a consommé tellement d'énergie que le cerveau a du mal à faire cet effort-là. Ce qui me semble surprenant parce que dans la montée, il n'a pas l'air d'être en surchauffe. Mais on pense qu'il n'a pas réussi à faire un écart par rapport à Vingegaard parce que certains suiveurs diraient il ne s'est pas employé à 100%. Moi, je pense aussi que le fait d'être parti de plus loin, l'écart au kilomètre est plus restreint. Peut-être aussi qu'il voulait en remettre plus à 3 ou 4 km de l'arrivée, mais qu'il était en surchauffe un petit peu et qu'il n'a pas réussi à remettre plus de watts. Bon, ça, c'est à voir demain. Peut-être que demain, il fera encore une journée où il collera une 50 à tout le monde et peut-être qu'il gagnera le Tour de France haut la main. Voilà, encore une fois. Et là, vous direz à ce moment-là que je me suis complètement planté dans les commentaires. Mais j'ai eu une impression aujourd'hui d'un peu plus de fatigue de la part de Pogačar sur l'interview d'après-course. Pas pendant la montée. Pendant la montée, j'ai pas eu cette impression-là. Je regardais un petit peu les écarts par kilomètre. Bon, il y avait 1 seconde 5, 2 secondes en moyenne par kilomètre. Parfois, c'était un peu plus. Parfois, on passait la barre des 3 secondes. Mais on n'a jamais été au-delà de 3 secondes, à part au tout début. Lors de son attaque où il prend 10 secondes très rapidement. Par contre, sur le final, un peu plus en difficulté. Alors peut-être encore une fois que la chaleur, il faisait peut-être un petit peu plus chaud par rapport à la veille. Peut-être aussi que vous savez que par rapport à la plaine, là il n'y a plus de déplacement d'air. Ou peut-être que il était... peut-être qu'il a moins bien géré son hydratation que la veille, mais je l'ai senti plus fatigué. Alors que Vingegaard, qui pourtant s'employait énormément à l'arrivée, on voit que le vélo bouge un peu, qu'il n'est plus forcément, qu'il roule plus forcément hyper droit. Je trouve qu'il a récupéré très vite. On verra demain. Puis de toute manière, même si demain Pogačar domine, la vérité du mois de juin n'est pas toujours la vérité du mois de juillet. Encore une fois, on a vu des mecs être très forts sur un Dauphiné et se planter derrière sur le Tour de France. Alors, je pense pas que Pogačar se plante complètement sur le Tour de France, mais parfois sur comment on a mis en place les états de forme. Peut-être que du côté de la Visma, on n'est pas encore à 100% et qu'on le sait, et qu'on sait qu'on a encore une marge de progression. Parce que j'ai pas senti Vingegaard aujourd'hui complètement déboussolé, pareil la veille, alors que la veille il se prend quand même 1 minute dans la gueule. Bon là aujourd'hui il est encore deuxième. Voilà, il dit j'ai sorti des bons chiffres en termes de watts.
Bon, si tu avais sorti des bons chiffres en termes de watts, tu aurais été avec Pogacar. Donc, je dirais qu'il ne me semblait pas hyper inquiet. Voilà, Vingegaard à l'arrivée. Après, encore une fois, c'est une analyse par rapport à ce que j'ai vu. J'ai pas les données physiologiques des coureurs, j'ai pas les données en watts, j'ai pas tout ça. Donc, j'analyse avec ce que j'ai vu à l'écran. Encore une fois, donc, il se peut qu'il y ait des erreurs. Hein. Deuxième coureur top, Romain Bardet. J'essaierai de faire une vidéo sur Romain Bardet. Alors, je sais pas si ça sera la semaine prochaine ou pendant les journées de repos du Tour de France. Mais il faut faire une vidéo sur Romain Bardet parce que forcément c'est un coureur important pour le cyclisme. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Thibaut Pinot. Je pense que globalement sur toute la carrière de Romain Bardet, on en a un petit peu moins parlé que du côté de Thibaut Pinot. Mais je dirais que cette étape-là résume bien ce qu'a été la carrière de Romain Bardet. Grande classe et une classe tout en discrétion, sans faire de vagues. C'est jamais un coureur qui a fait des vagues, Romain Bardet. Il y a toujours une sorte de discrétion qui lui a donné sa classe sur le vélo. Du côté de Romain Bardet. Aujourd'hui, il repart encore au combat, il donne tout. Il s'acharne encore comme certaines années sur le Tour de France où vous savez qu'il ne pouvait pas jouer le général et puis il essayait de prendre les victoires d'étape et d'essayer de jouer les victoires d'étape. À l'attaque comme en son début de carrière et puis en même temps gestion de l'effort, pas partir un petit peu dans tous les sens parce que c'est un coureur qui a énormément évolué je dirais tout au long de sa carrière, Romain Bardet, entre les débuts et la fin aujourd'hui. Bon voilà, le bidon à son enfant, le père également de Romain Bardet. On sent que sur ce Dauphiné c'est un jubilé, mais malgré tout parfois les jubilés, t'as l'impression que le mec ça fait déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il est à la retraite, et parfois c'est compliqué. Je trouve que Romain Bardet il arrête au bon moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'il est capable de faire là, l'an prochain, il est peut-être plus capable de le faire. Parce que, déjà, il l'a dit, hein, en termes de motivation, c'est-à-dire que repartir au combat, repartir à l'entraînement, repartir en stage, loin de sa femme, loin de sa famille, c'est compliqué. L'hygiène de vie, parce que c'est vrai que Romain Bardet, c'est un grand gabarit en taille, donc forcément, pour être grimpeur, plus t'es lourd, plus c'est compliqué, donc il est obligé quand même d'avoir une hygiène de vie où tout est un peu pesé au gramme près. C'est vrai que Romain Bardet, on en avait parlé une année sur le Giro et j'avais dit, putain, quand j'avais vu son chrono sur le Giro, j'avais dit, j'ai rarement vu un coureur où on voyait presque l'os au niveau de la hanche. Donc il a toujours été extrêmement maigre, Romain Bardet, et c'est vrai que on pourrait croire comme ça que c'est facile, mais c'est pas facile d'être avec des masses de gras inférieures aux 5%. C'est hyper contraignant et Romain Bardet n'a plus envie de ces contraintes-là. C'est-à-dire que la passion que lui procure le cyclisme n'est plus assez importante par rapport aux contraintes qui sont liées à la vie de cycliste professionnel. Et je trouve qu'il s'arrête au bon moment. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de coureurs qui arrêtent trop tard. Et je le dis tout le temps, quand vous arrêtez trop tard, ça nuit à votre image et ça nuit à l'ensemble de votre carrière. Je pense Peter Sagan, globalement, qui a arrêté trop tard. Je pense que son contrat chez Total Energy était une mauvaise idée. Terpstra également sur la fin, c'était compliqué. Et à l'inverse, vous avez des coureurs qui arrêtent, mais qui arrêtent au sommet. Je pense à Valverde. Je pense même à un Luis León Sanchez, par exemple, qui a arrêté au top. Nibali. Je pense également même à un Pozzo Vivo qui a arrêté à un bon niveau. Et de l'autre côté, Chris Froome, où c'est un peu compliqué. Vous avez d'autres coureurs que parfois qui ont une année qui est difficile, une dernière année qui est compliquée. C'est vrai que Geraint Thomas, par exemple, pour l'instant, fait pas forcément une saison exceptionnelle. Et puis, vous avez des mecs qui arrivent à finir
en étant à leur top. Et je sais que c'est compliqué de finir à son top, de sentir à quel moment il faut arrêter. Et Romain Bardet, je trouve, a réussi à faire ça. Et ça, c'est une belle perf. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un beau résumé, cette étape de la carrière de Romain Bardet et de la discrétion et de la grande classe de Romain Bardet pendant l'ensemble de sa carrière. Et sur cette semaine, je trouve qu'il a fait honneur au maillot de la Picnic et qu'il a fait honneur au Dauphiné. Troisième coureur ou équipe au top aujourd'hui, c'est la Visma. Ouais, belle journée de la Visma Leasebike. Je trouve autant la UAE a pris l'eau, autant je trouve que la Visma, collectivement, a été très solide. On le voit, un très grand Ben Turner, qui est, je rappelle, dans le top 10 du général. Encore du très bon Jorgensen. Du Sepp Kuss, qui a retrouvé quand même des jambes. Alors je dirais qu'il n'a pas les jambes de la Vuelta et de sa saison 2023, mais il retrouve quand même des jambes proches de ce qu'il était capable de faire en 2020, en 2021. Vraiment des jambes intéressantes, et puis il va peut-être encore monter en puissance Sepp Kuss. Campenart, je dirais qu'il a fait du Campenart, c'est-à-dire que c'est un coureur qui essaye toujours de partir à l'attaque et d'être offensif. Mais collectivement, la Visma aujourd'hui, je trouve, a fait une très très belle journée avec quand même 4 coureurs dans le top 15. Campenart, c'est quand même 46e, donc c'est quand même pas si mal. Peut-être ceux qu'on a moins vus, c'est Attila Valter Hagenes, mais Attila Valter, on l'avait vu en début de semaine. Perstrand Hagenes avait fait un petit peu de boulot en début de semaine. Et encore une fois, ce début de course n'a pas été diffusé à la télévision. On a vu également une équipe qui a essayé d'être très offensive et qui se retrouve désormais en tête du classement par équipe avec une belle marge. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très très belle journée par rapport à la UAE. Je trouve que collectivement, ils ont montré de très très belles choses. On sait qu'il y a forcément un coureur qui va se rajouter à ce collectif. On ne sait pas encore qui. Ça, c'est la grande interrogation, on va dire, autour de Vingegaard. Mais autant la UAE a été très discrète, encore une fois, la UAE devra avoir une équipe qui change, autant je trouve que la Visma, collectivement, c'est une équipe qui sera solide sur le prochain Tour de France et dont il faudra se méfier, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de capacité à vous emmerder. Parce que stratégie, pas toujours facile à lire, et puis une équipe beaucoup plus offensive. Je crois qu'ils ont compris aussi que pour le moment, UAE était supérieur à eux, et que pour gagner, il fallait tenter des coups stratégiques, ce qu'ils avaient fait quand ils avaient isolé Pogačar il y a quelques années dans le col du Granon, et qu'à la fin il avait craqué, mais ils avaient pas arrêté d'attaquer Pogačar. Là je trouve que autour de Vingegaard, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait aujourd'hui, donc ça c'est intéressant à suivre. Paul Sexas, très bon encore, très bon sur une étape qui était difficile parce qu'on arrive quand même au 7e jour de course et que c'est pas l'UAE Tour en termes de densité de course et en termes de dureté de rythme depuis le début de la semaine. Donc ça montre déjà une grande capacité de récupération. Pas d'erreur également en nutrition et en hydratation. Pas de crampes, pas de coups de moins bien, pas de coups de bambou depuis le début de la semaine. Ça, c'est très important également pour la suite. C'est ce qu'on avait reproché énormément à David Gaudu en début de carrière, cette difficulté à manger et à avoir de la nutrition. Meneur d'hommes, Armirail qui se met à son service, c'est pas anodin. Ça aussi, un Clément Berthet également qui se met à son service, ça c'est pas anodin du côté de Paul Sexas. Ça veut dire qu'il arrive à fédérer autour de lui, et ça on sait que c'est très compliqué pour un leader. Bon, en montagne aujourd'hui, un mec de 19 ans, 5e, 6e du Dauphiné, on n'a jamais vu ça. Alors c'est vrai que Remco Evenepoel n'avait pas fait le Dauphiné, mais en gros, des coureurs qui sont capables de faire ça. Je rappelle qu'il a 18 balais.
2 ans plus jeune que Ken Uijtdebroek quand il est 2 ou 3 ans plus jeune que Ken Uijtdebroek quand Ken Uijtdebroek fait un très grand Dauphiné. 4 ou 5 ans plus jeune que Lipovic l'an dernier quand il fait une très grande Vuelta. Plus jeune que Tiberi, par exemple, quand il fait un grand Giro. On est sur un coureur qui est en avance par rapport, on va dire, au temps de passage habituel. Et ça, c'est pas anodin non plus. Donc je dirais qu'il a, pour l'instant, son seul défaut, c'est ses capacités sous la pluie. Voilà. Où c'est un petit peu plus compliqué derrière. Mais bon, jusqu'à maintenant, une intelligence de course aussi. Vous avez Tobias Allan Johannesson qui accélère, qui tente de faire un écart. Tiens, on roule derrière, on n'attend pas que ce soit les autres qui fassent le travail pour essayer de limiter l'écart. Tiens, Dunbar n'est pas dans le groupe du peloton, Louis Barret n'est pas dans ce groupe-là, ça roule pas énormément devant, Stivakov semble un petit peu fatigué. Tiens, on met Armirail devant. Il y a quand même... Alors, la Decathlon a fait aussi une belle stratégie, mais je trouve qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part de Paul Sexas. Et pour moi, il a les clés pour être un leader. Après, c'est bien d'avoir les clés. Le réaliser ensuite derrière est plus difficile. Mais pour le moment, il a les clés. Ensuite, il y a un dernier point, la gestion de la pression médiatique. Forcément, après ce Dauphiné, la pression médiatique, qui était déjà un petit peu élevée sur lui, va être beaucoup plus forte. Et ça, on le sait, Remco Evenepoel, ça n'a pas toujours été facile. Quand on lui rappelait, on lui rabâchait à plusieurs reprises, il n'y a pas eu de vainqueur belge d'un grand tour depuis, je sais plus, 40 balais. Mais nous, c'est la même chose. Hein. Je rappelle, Bernard Hinault, Tour de France 85. Donc on va forcément lui rabâcher, et il faudra voir comment il arrive à gérer cette situation qui n'est pas forcément évidente du côté de Paul Sexas, mais pour le moment, il s'en sort extrêmement bien. Je termine avec un dernier coureur top, Emmanuel Bourman. Et je vous disais, à chaque fois le Dauphiné, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le résultat à la fin, c'est de voir comment les coureurs évoluent d'un jour à l'autre. Et de voir s'il y a une progression ou s'il n'y a pas de progression, qu'on finit un petit peu en eau de boudin après avoir été costaud. Emmanuel Bourman, pardon. J'ai fait un mélange entre Emmanuel Bourman et Jean-Jacques Bourdin, il y a eu un mélange. Emmanuel Bourman, ce qui est très intéressant, c'est son niveau d'évolution durant la semaine. Ça a commencé, je dirais, piano, et ça finit aujourd'hui avec Paul Sexas. Voilà, et ça finit vraiment sur un très beau tempo. Il finit avec Carlos Rodriguez aussi, qui finit bien, hein, belle étape aussi de Carlos Rodriguez, mais il finit pas très loin d'Henrik Mas. Il finit mieux qu'un Jordan Gegat, qu'un Buitrago, qu'un Lutsenko qui s'est un peu relancé quand même aujourd'hui. Et la semaine d'Emmanuel Bourman est quand même très très bien. Alors il n'est pas dans le top 10, il est 11e. Et demain, il y aura peut-être des possibilités de gagner encore des places dans ce classement général du côté du coureur allemand. Et ça va vraiment lui redonner de la confiance. Parce que c'est vrai que ça fait depuis quelques temps que c'est un peu compliqué du côté d'Emmanuel Bourman. Et c'est vrai que Cédric Vasseur a vraiment confiance en lui, lui a donné un petit peu les clés du camion pour tenter de jouer le classement général, et c'est vraiment important, je le disais, pour Cédric Vasseur parce qu'il a vraiment misé dessus énormément, et encore plus quand on sait que Cofidis en termes de points UCI a du retard. Et c'est vrai que si Emmanuel Bourman faisait top 10 d'un Dauphiné et top 10 d'un Tour de France, tout de suite c'est des gros points UCI. Astana sur cette semaine, ça a été plus discret. Alors, il faut voir si sur le Tour de Suisse, il ne se relance pas, hein, parce que on l'avait cru à un moment. Moi, je l'avais cru à un moment pendant Paris-Nice, et puis derrière, il s'était relancé du côté de la XDS Astana. Mais là, c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'a fait Bourman et l'évolution de performance du côté d'Emmanuel Bourman sur toute la semaine de compétition. Donc, on verra demain
comment ça se passe du côté du coureur allemand, mais c'est vraiment une très très belle semaine. Et je dirais que depuis qu'il est arrivé chez Cofidis, c'est sa meilleure performance pour le moment du côté d'Emmanuel Buurman, et vraiment très très belle étape du coureur allemand. Et puis déjà hier c'était pas mal, mais là aujourd'hui vraiment une très bonne étape, voilà, du côté d'Emmanuel Buurman. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, on commence du côté de la Jayco Alula avec Eddie Dunbar. Autant il avait fait un bon chrono, hein, Eddie Dunbar, on l'avait souligné, j'avais dit voilà, Eddie Dunbar vraiment très intéressant sur ce contre-la-montre. Déjà hier, il s'en sort bien parce qu'il y a un moment dans la côte du Mont Sassonais, il est en difficulté. Vraiment en difficulté, et puis il se refait un petit peu la cerise sur la fin, mais c'est déjà une journée pas évidente. Autant aujourd'hui il a vraiment explosé, hein, Eddie Dunbar lâché. Il fait partie des coureurs qui ont été lâchés dans le col de la Croix de Fer et qui ne sont jamais revenus dans la portion de plat entre le col de la Croix de Fer et le pied de Valmeinier. Et c'est là où ça a été compliqué pour Eddie Dunbar, qui finit 27e à 12 minutes 24 avec Louis Barret et Esteban Chavez. Mais voilà, dommage pour le coureur irlandais qui était bien positionné au général, hein. Il était dans le top 10, il recule, il passe à la 17e place avec une journée qui a été plus compliquée pour lui. Et c'est vrai, je regardais déjà sur son tour de Romandie, il avait vécu une fin de course pas forcément exceptionnelle. Sur le Tour des Alpes, bon, il avait été toujours un petit peu en deuxième rideau sur cette épreuve. Sur le Alula Tour, il fait il fait partie de ceux qui avaient perdu du temps lors de la dernière étape, hein, qui s'était retrouvé dans la cassure. C'est dommage, voilà, du côté d'Eddie Dunbar, parce que une journée de moins bien, ça met un petit peu de doute avant le prochain Tour de France, en se disant est-ce que je suis capable de tenir 3 semaines. Est-ce que c'est juste un coup de moins bien? Il faut pas que je m'inquiète, je sais que je suis pas encore à 100% des capacités, mais forcément ça met un petit peu de doute pour un coureur qui est en fin de contrat, Eddie Dunbar, qui pourrait intéresser des formations, hein. Eddie Dunbar en tant que leader ou en tant qu'équipier. En tant que leader, parce que dans certaines formations comme deuxième leader, ça pourrait être intéressant d'avoir un Eddie Dunbar. Tu vois, par exemple une Groupama FDJ, aujourd'hui vous avez Guillaume Martin, vous avez David Gaudu, mais avoir un Eddie Dunbar ça peut être pas mal. Une Cofidis, ça pourrait être intéressant aussi avec Buurman d'avoir un Dunbar. D'autres formations seraient forcément intéressées, même des formations, je dirais, de deuxième division, surtout qu'on a appris qu'il y aurait un changement de règle pour l'an prochain. C'est-à-dire que les grands tours se feront de nouveau à 23 équipes. C'est l'UCI qui l'a annoncé. Ce qui fait que les 3 premières équipes au classement UCI, mais qui ne sont pas en World Tour, à la fin de la saison, sur l'année 2025 et seulement l'année 2025, pas sur les 3 années glissantes, seraient qualifiés d'office sur les 3 grands tours. Il y aura peut-être donc une bagarre entre la Q36 Uno X par exemple, parce que ça peut donner une invitation d'office pour être sur ces 3 grands tours, ce qui fait que bientôt être en deuxième division sera plus avantageux. Pour des équipes qui auraient un budget aux alentours de 15-20 millions d'euros, ça va être plus avantageux d'être en deuxième division, parce que vous savez qu'avec ces budgets-là, vous êtes haut placé, que d'être en World Tour, où vous aurez peut-être du mal. Hein, donc, mais du côté de Dunbar, oui, ça peut intéresser des formations, forcément. Mais là, aujourd'hui, un petit peu en difficulté. Voilà, Eddie Dunbar, un petit peu en souffrance. Peut-être qu'il n'a pas supporté la chaleur. Lenny Martinez, encore pire qu'hier. Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès de sa part. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a décidé, Eddie Dunbar, Lenny Martinez, pardon, de perdre du temps en le faisant, on va dire, exprès,
du côté de Lenny Martinez en se disant bah, comme ça demain je pourrais partir en échappée, comme ce qu'a fait Santiago Buitrago aujourd'hui qui a tenté l'échappée. Après demain l'échappée ça va quand même pas être facile, surtout s'il y a encore la guerre entre Pogačar et la Visma. Ou est-ce que Lenny Martinez tout simplement a complètement explosé aujourd'hui et comme il avait déjà perdu du temps la veille, il a décidé il n'est pas venu là pour souffrir, donc de ne pas en remettre. Ça, c'est une grande interrogation du côté de Lenny Martinez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas c'est pas une bonne étape, pardon, c'est pas une bonne journée de la part de Lenny Martinez. 35 minutes de perdu, déjà, bon, la veille, c'était pas une bonne étape. Ça met pas en confiance, hein, deux journées moins bonnes, des journées où t'as pas des bonnes sensations avant un Tour de France, en sachant que l'an dernier, le Tour de France avait pas été exceptionnel de la part de Lenny Martinez. Hein, la journée avait été compliquée et le tour avait été compliqué pour Lenny Martinez, mais il y avait eu un changement de programme un petit peu à la dernière minute. On n'a jamais su même qui avait fait un petit peu le forcing pour avoir ce changement de programme, quelle avait été l'idée derrière la tête de ceux qui avaient eu l'idée de changer le programme à la dernière minute de Lenny Martinez. Mais vous savez, dans le cyclisme, parfois les choses changent très vite. Regardez avec Jan Uijtdebroeks, vous passez parfois de jeunes prometteurs à ah bah tiens, l'espoir qui n'arrive pas à confirmer. J'espère que c'est pas ce qui va arriver à Lenny Martinez. Sur les courses d'une semaine, on l'a vu, ça fonctionne. Par contre, sur 3 semaines, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis même sur les courses d'une semaine, il y a eu déjà des coups de moins bien, notamment sur Paris-Nice. Et là, ça fait depuis 2 jours que c'est un petit peu compliqué. Alors peut-être également un mauvais état de forme, parce que là on voit aujourd'hui, hein, ça n'a pas été facile. Trahen perd 6 minutes, Buitrago est à 8. Jack Haig est à 13 minutes. Le premier au général, c'est Jack Haig qui est à 17,29. Mais c'est quand même pas fantastique au niveau du classement général de cette formation. Donc c'est peut-être tout simplement qu'on s'est planté au niveau de l'état de forme. Je rappelle la Groupama FDJ, hein, une année qui avait complètement changé la manière de faire de David Gaudu. Et puis ça avait été un échec monumental. C'est peut-être ce qui se passe du côté de la Bahreïn Victorious. Et puis je termine avec Remco Evenepoel. Alors là aujourd'hui battu par Lipovitz, mais bien battu par Lipovitz quand même, battu également par Tobias Allan Johannesson. J'ai l'impression qu'il a vraiment explosé dans les 4 derniers kilomètres, parce que l'écart a vraiment augmenté par rapport à Lipovitz à partir de 5 km de l'arrivée, et vraiment sur les 4 derniers kilomètres, vraiment l'écart s'accentue énormément entre Lipovitz et Remco Evenepoel, et sur la fin donc il se fait reprendre par un Tobias Allan Johannesson qui fait également une belle semaine comme Ben Tullet. Mais du côté de Remco Evenepoel, oui, je trouve que la journée n'a pas été excellente. On voit qu'il a été méthodique aujourd'hui, c'est-à-dire que quand Pogačar se place juste dans la roue de Sivakov, il décide de remonter tout de suite dans la roue de Vingegaard. Donc là, il a été bien positionné. C'est vrai que le premier jour, on avait des doutes sur son positionnement. Là, il n'y a pas de doute sur son positionnement. Il est bien positionné. Remco Evenepoel, il ne fait pas trop d'efforts auparavant. Malgré tout, il reste beaucoup trop seul aujourd'hui. Ça a été le gros problème, encore une fois, de Remco Evenepoel du côté de la Quick Step, c'est qu'il reste beaucoup trop seul pour le moment. Mais du côté du coureur belge, c'est physiquement là aujourd'hui que ça a pêché, que ça a été compliqué. Alors, encore une fois, il est quand même moins à la rue que l'an dernier, mais il est en retrait par rapport à Vingegaard et Pogačar. Et c'est vrai qu'une deuxième année d'affilée où tu ne serais pas en capacité de suivre les deux, ça poserait quand même des interrogations sur la capacité qu'a Remco Evenepoel de battre ses coureurs. Au moins dans les 2-3 années qui viennent. Et si tu n'arrives pas à battre Pogačar et Vingegaard, vu qu'ils sont quand même présents très régulièrement sur les courses, si en plus tu n'arrives pas à suivre un Lipovitz qui est plus jeune que toi, potentiellement, si tu as d'autres jeunes comme Paul Sexas ou d'autres qui commencent à monter sérieusement en puissance, là, ça va commencer à un peu tourmenter peut-être Remco Evenepoel. Et on peut se poser des questions également sur son épaule. Du côté de Remco Evenepoel, il l'a bien dit après le contre-la-montre,
où il a été un petit peu strappé de partout au niveau de son épaule, ça sera plus jamais comme avant. Alors est-ce que cette épaule ne peut pas poser des problèmes à Remco Evenepoel en montagne, où on sait qu'il faut tirer énormément sur le guidon? Ça, c'est une interrogation que l'on peut avoir du côté de Remco Evenepoel. Donc voilà, une journée moyenne de la part du coureur belge. On termine cette vidéo avec les différents classements. On commence avec le classement de l'étape remporté donc par Tadej Pogačar, qui s'est relevé un petit peu sur la fin, ce qui fait que l'écart avec Vingegaard n'est que de 14 secondes, mais en réalité c'était plutôt 25 entre les deux. Lipovic 3e à 1,21. Bon là qui n'a pas fait jeu égal avec Vingegaard, mais c'est quand même une belle étape. À 2,26 Johannessen, 2,39 Evenepoel, 3,48 Benthulen Mas et Bourman dans le groupe à 3,51 avec Rodriguez, Martin et Paul Sexas. Guillaume Martin également, hein, belle étape. Petite montée en puissance, c'est intéressant. 135 coureurs ont fini l'étape. Le dernier étant Søren Varejkod. Milan également, hein, toujours compliqué en montagne, hein, du côté de Jonathan Milan. Les deux grands gabarits, Varejkod et Milan, ont souffert. 3 non partants ce matin, Mollard, Ian Smith et Trentin. Mais sinon, il n'y a pas eu d'abandon pendant cette étape. Le classement général, Pogačar, 1 minute d'avance sur Vingegaard, Lipovic à 2,21, avec 2 minutes quasiment d'avance sur Evenepoel, 1,50 en réalité. Tobias Alon Johannesson qui est 5e, devant Paul Sexas, premier français, Jorgensen, Tulet, Carlos Rodriguez, Mas, Bourman 11, devant 2 autres français, Guillaume Martin et Jordan Gégat, qui fait pas beaucoup de bruit, Jordan Gégat, mais course intéressant. Mathis Rondel 16e, qui n'a pas perdu de place du côté du classement général. Il a profité de la journée moyenne de Dunbar et de Louis Barré. La lanterne rouge pour le moment, c'est Ludovic Rebit, 1h45, 27 secondes de retard, mais on voit que Casper Pedersen n'est pas très loin devant lui, 7 secondes seulement. Le maillot vert, c'est Pogačar qui a égalisé face à Van Der Poel, qui n'a pas réussi à prendre de points aujourd'hui, hein. Le sprint bonification était après les 2 premières montées de la journée. Van Der Poel et 2 donc à égalité avec Vingegaard et Evenepoel juste derrière en embuscade. Le classement de la montagne, là également Pogačar en tête, à égalité avec Buitrago et Higuita, qui devront partir en échappée demain s'ils veulent aller chercher ce classement. Amirail 4e devant Vingegaard. Du côté de ce classement, le maillot blanc est emmené par Lipovic, 1 minute 50 d'avance sur Remco Evenepoel. Paul Sexas à 4,29 devant Benthulet et Carlos Rodriguez, et Paul Sexas 3e du maillot blanc. Le classement par équipe, la Visma qui fait la bonne opération du jour devant la Bahreïn, la Decathlon et la UAE. Si on regarde un petit peu derrière, la Soudal qui remonte un petit peu du côté de la file des voitures en prenant la 11e place, et la Cofidis qui est loin. Ça, c'est pas la bonne nouvelle pour Bourman. Cofidis seulement 19e dans la file des voitures. Donc ça, c'est vrai que pour le coureur allemand qui n'a pas forcément 50 000 équipiers en plus, vu qu'il y a eu pas mal d'abandons du côté de cette formation, c'est pas l'idéal. L'étape de demain, on parle du Val d'Arc pour accéder au plateau du Mont-Cenis. Une journée un peu moins dure, hein, qu'aujourd'hui. 3500 mètres de dénivelé positif sur 134 km. Un départ avec des bosses, la côte d'Alton quasiment dès le départ, et la côte de Saint-Georges-du-Thiers pour tenter de faire des différences. On repasse à Saint-Jean-de-Maurienne et à Saint-Michel-de-Maurienne. Et puis ensuite, on aura le col de Beaune, la côte de Saint-André avec la côte d'Ossois et le col du Mont-Cenis. Particularité, il y aura encore 5 km 5, 6 km entre le col du Mont-Cenis, 9 km 7 à 7% de moyenne, et l'arrivée au plateau du Mont-Cenis. Et tout ça à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'on peut perdre beaucoup de temps sur cette étape. Si on est lâché à 3-4 km de l'arrivée, eh bien, le plat ne va faire qu'amplifier l'écart au sommet de ce col du Mont-Cenis. On regarde un petit peu le col du Mont-Cenis, qui est assez régulier, mais avec voilà, des difficultés sur la deuxième partie, et surtout l'altitude qui va faire mal, parce que comme vous le voyez,
4 derniers kilomètres, eh bien, quasiment se déroulent au-delà de 1800 mètres d'altitude. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armec Productions. Ciao, ciao!